vous avez trouvé la croissance, ça monte et puis d'un coup, paf, le plafond de verre, vous n'arrivez plus à acquérir plus de clients. Bienvenue dans le gouffre. Et aujourd'hui, on va voir comment le traverser. Bonjour à tous, je suis Rémi Perla, fondateur de la startup Epopia. Et aujourd'hui, on va vraiment s'intéresser à ce qu'on appelle le chasm, le chasme. Donc, crossing the chasm, the chasm. Donc, c'est le gouffre qu'il peut y avoir à un moment dans une croissance due à la courbe d'acquisition de l'innovation. Alors, pour ça, on va vraiment s'arrêter. D'abord, on va rappeler c'est quoi la courbe d'acquisition de l'innovation. 2, on va expliquer c'est quoi ce fameux gouffre et pourquoi il est là et comment il fonctionne. Et 3, quelle est la méthode pour le traverser avec un exemple pratique en plus pour finir. Voilà, c'est parti. Donc déjà, alors on l'a déjà présenté dans une vidéo, la courbe d'acquisition de l'innovation, donc qui nous décrit clairement en plusieurs étapes comment, quand on fait un nouveau produit, il va être acquis par le public et notamment d'abord par les innovateurs, donc les fans de technologie. Puis ensuite, il va y avoir les early adopters, donc ceux qui adorent acquérir de nouvelles technologies parce qu'ils y projettent beaucoup de valeur sur la nouveauté. Et ensuite, il va y avoir la early majority, donc c'est vraiment la foule qui aime avoir quelque chose qui amène une nouvelle valeur mais qui est claire et ils savent à quoi elle sert. Et donc là, c'est un tiers du marché, c'est vraiment massif. Et puis ensuite, il y a la late majority qui vient quand toute la early majority l'a déjà acheté, ça veut dire que c'est vraiment mûr et donc là, ils viennent. Ça, c'est l'autre tiers du marché. Donc là, on a à peu près plus de 60% du marché qui est juste sur ces deux segments-là. Et ensuite, à la fin, les traînards, mais ceux-là, on s'en moque un peu. Donc voilà, ça, c'est un peu la courbe principale. Et là-dedans, en fait, il y a une logique, c'est que typiquement, les early adopters, ils achètent quand les innovateurs l'ont déjà testé et ont dit que c'était bien. Donc la référence des innovateurs est vraiment quelque chose de réassurant pour un early adopter. De la même manière, la late majority achète quand la early majority l'a déjà acheté. Donc pour eux aussi, il y a une suite logique. Là où il y a un petit hic, c'est que les early adopters, eux, le passage à la early majority, il n'est pas simple. Et c'est là qu'arrive le chasm, donc ce gouffre. Alors qu'est-ce que ce chasm, ce gouffre? Alors, donc la early majority, en gros, ils voient les early adopters comme des acheteurs passionnés, qui adorent acheter des trucs nouveaux, qui vous projettent beaucoup de valeur que eux ils voient pas particulièrement. Et donc en gros pour eux c'est des gens qui sont très irréfléchis, qui achètent tout et n'importe quoi. Pensez autour de vous à tous vos potes qui avaient acheté l'iPhone 1 à sa sortie, alors vous vous demandiez à quoi servait encore d'avoir un iPhone. Et ça c'était les early adopters. Et ça vous a pas fait acheter un iPhone à ce moment-là. Vous avez attendu le 2, le 3, le 4, voire le 5 ou le 6 avant d'en avoir un. Moi, j'en ai pas encore. Mais en tout cas, voilà, ça c'est vraiment la différence entre un early adopter et une early majority. Et en gros, l'early majority, elle est pragmatique. Donc elle est très réfléchie dans son achat. Et donc le fait que quelqu'un qui achète de manière non réfléchie l'ait déjà acheté, ça ne les rassure pas du tout. Voire au contraire, ça peut les inquiéter. La early majority, ce qui les rassure, c'est d'acheter un truc que la early majority a déjà acheté. Donc quand leur voisin de palier qui est comme eux l'aura, ça commencera à les intéresser. Et là, vous voyez le hic, c'est que c'est un serpent qui se mord la queue. Tant que la early majority ne l'a pas acquise, la early majority refuse de l'acheter. Et c'est là vraiment qu'est le problème. Et c'est pour ça qu'il y a un gouffre et c'est pour ça que c'est difficile de passer de ces early adopters à cette foule de la early majority. Parce que ceux-là ont besoin d'un niveau de réassurance et d'avoir des références qui ne sont pas du tout les mêmes. Et qui sont difficiles à avoir tant qu'on les a pas. Donc voilà, ça c'est un peu compliqué. Et en fait, dans cette phase où on arrive à ce gouffre, il y a beaucoup d'entreprises qui meurent. Donc on peut avoir de la croissance, trouver son product market fit et puis quand même mourir, oui. Parce qu'effectivement, ce plafond de verre, il va vite vous arrêter dans votre croissance parce que vous allez acquérir des early adopters, et puis à un moment, vous les aurez saturés, vous les aurez tous eus. Et pourtant, vous n'arriverez pas à passer à l'early majority et donc vous aurez plus en plus d'investissement et plus de croissance. Et alors quand on est en B2C, ça peut être au bout de 1000, au bout de 10 000 clients. Quand on est en B2B, ça peut être au bout de 5 gros clients, 5 gros contrats et ensuite on n'arrive plus à trouver le 6e malgré les efforts. Et en général dans cette phase-là, on a déjà eu de la croissance avant, on a un product market fit, donc on a fait une levée de fonds et on investit. En B2C, on investit dans le marketing, en B2B, on investit dans le commercial et c'est des investissements en général qui sont massifs et qui vont très souvent être infructueux. Ils vont pas donner de résultats, ce qui est hyper frustrant, ce qui va vous mettre un peu en porte-à-faux avec vos investisseurs. Du coup, vous allez avoir une stratégie où vous allez rajouter des features, vous allez vous dire attendez, mais c'est parce qu'en fait le public il attend telle chose et ça on l'a pas encore, donc on va encore investir dans le produit et ça va pas forcément donner de résultats encore une fois parce que c'est pas la bonne recette. Et à la sortie, en général, soit la boîte elle meurt, soit les fondateurs se font expulser par les investisseurs pour finalement y mettre des gens où on se dit qu'ils pourraient y arriver mieux. Ce qui n'est pas du tout le cas pour le coup. Parce qu'il y a une méthode pour le traverser et c'est pas celle de surinvestir du tout. Donc on va aller voir tout de suite comment traverser ce gouffre entre les early adopters et la early majority.
Alors en fait, faut comprendre que vous allez rentrer dans un territoire qui est déjà dominé par des gens. Les early majority, ils ont déjà des produits, ils ont déjà des réponses à leurs problèmes et ils n'en cherchent pas particulièrement des nouvelles. Et vous devez venir réussir à rentrer dedans et réussir à prendre la place. Et pour ça, il y a une stratégie qui fonctionne, c'est la stratégie du jour le plus long, le D-Day. Donc c'est le débarquement de Normandie pendant la Deuxième Guerre mondiale. Voilà, c'est la stratégie D-Day qui vous permet de rentrer dans un territoire dominé. Donc typiquement, si je reprends le D-Day, toute l'Europe est dominée par les Allemands et les pays de l'Axe. Et on va retrouver les alliés qui vont être massés tous ensemble en Angleterre, qui va être un peu les early adopters. C'est la terre des gens qui sont proches, mais qui sont quand même éloignés. Il y a un gouffre, le gouffre c'est la Manche. Et ce qu'il va faire, c'est qu'on va rassembler les alliés, on va rassembler ses forces pour traverser ce gouffre. Donc on va rassembler tous les autres pays et tous les amasser au même endroit. Et on va viser un point et un point unique de l'autre côté. Là, typiquement, dans le D-Day, ça va être la plage de Normandie. On ne cherche pas à aller conquérir la France, on ne va pas envoyer plein de bateaux à plein d'endroits et essayer d'arriver par plein d'endroits. Non, c'est un seul et on vise un point et on envoie toute son énergie, toutes ses troupes le plus vite et le plus fort possible sur un seul point jusqu'à réussir à y pénétrer. Donc ça, c'est vraiment l'arrivée sur les plages, le D-Day, le plus vite possible, tout en un jour. Et puis, surdélivrer sur ce point d'entrée pour vraiment créer un début de communauté qui est forte. Donc ça va être la bataille de Normandie où il y a vraiment le gros des forces qui sont... D'ailleurs, le gros de la guerre s'est passé sur la bataille de Normandie, c'est là que tout s'est joué. Et ensuite, une fois que on a pris ce premier marché de niche, on va pouvoir étendre avec les zones limitrophes. Bon, typiquement, c'est l'extension en France, région par région, mais on va aller passer sur des marchés limitrophes autour de ce point d'entrée. Mais il va falloir garder ce focus vraiment de progressivité. On ne déploie pas ses forces partout dans tous les sens, on essaye de rester focus et d'y aller doucement. Ça, c'est le jeu. Et à la fin, le but étant à la fin de dominer vraiment tout le marché et donc la victoire sur toute l'Europe, si je reprends le D-Day. Si vous avez bien compris le truc, hein, l'idée vraiment pour traverser ce gouffre, c'est de ne pas se dire il y a la foule et je vais aller l'attaquer d'un coup. Le marché massif, c'est d'aller attaquer uniquement une niche précise et ensuite d'aller s'étendre sur les niches qui sont autour, donc les niches limitrophes, jusqu'à prendre le marché. Je vais vous donner un exemple très concret avec une startup. Alors c'est une startup qui est près de chez moi, hein, AR24. C'était des voisins, ils avaient leur bureau à quelques blocs de chez nous. Et donc c'est une boîte qui fait du recommandé électronique, donc innovation. On peut avoir son courrier en recommandé, mais sans avoir à sortir de chez soi, directement sur l'ordinateur. Alors naturellement, le marché du recommandé, c'est un marché qui est dominé par un acteur qui a tout le marché, c'est la Poste. C'est simple. Il n'empêche qu'ils ont lancé leurs produits, ils ont réussi à trouver des early adopters. Donc il y a des startups qui l'utilisent, il y a quelques clients B2B qui l'utilisent, il y a des particuliers même qui l'utilisent, qui testent. Voilà, il y a une plateforme, on peut y aller, on peut les utiliser. Et il y a des gens qui veulent tester, qui veulent voir et qui commencent à l'adopter. Et à un moment, ça fait pas une croissance folle. Et donc, ils ont décidé de se concentrer sur un point d'entrée, une niche, qui sont les notaires, le marché du notariat. Et pour ça, ils se sont alliés à un partenaire pour s'inscrire vraiment dans une suite logicielle complète professionnelle. Donc, ils ne sont pas allés démarcher eux-mêmes les notaires un à un. Ils sont alliés avec quelqu'un qui avait déjà un logiciel pour les notaires, qui avait déjà une grosse place sur le marché, et ils sont venus rajouter au sein de ce logiciel. Donc vraiment, ils s'inscrivent dans un écosystème complet et ensemble, ils ont été attaquer ce marché des notaires et ils l'ont dominé vu que très rapidement, ils sont passés de 1 million de CA à 3 millions de CA à 5 millions de CA. Ça allait vraiment très vite et aujourd'hui, voilà, c'est vraiment utilisé très largement par les notaires et maintenant, ils commencent à s'étendre vers d'autres marchés limitrophes parce qu'ils ont cette référence. Alors, en soi, on s'en moque que ce soit un autre marché, mais les notaires, typiquement, on est dans la légalité. Si les notaires l'utilisent en disant que c'est suffisamment sécurisé pour qu'ils l'utilisent pour leurs propres affaires, ça va quand même rassurer tous les autres qui sont moins pointus juridiquement. Et donc, typiquement, si je parle du monde de l'immobilier ou des choses comme ça, et le fait que les notaires l'utilisent va les rassurer et donc ils vont se mettre aussi à l'utiliser. Donc, en plus, ça répond à un point de friction d'entrée de la early majority qui va être vraiment cette légalité, le fait que ce soit reconnu légalement. Et donc, cette première niche en plus vient rassurer et donne une référence forte. Et donc maintenant ils étendent vers d'autres verticales. Le but étant d'aller dominer du coup cette fois tous les marchés. Et entre-temps, ils se sont fait racheter par la Poste. Ça, c'est magique. Mais voilà comment est-ce qu'ils ont pu traverser, eux, ce gouffre et arriver vraiment à aller dominer des marchés beaucoup plus massifs. Voilà, j'espère que cet exemple simple et cette image vous a permis de comprendre comment est-ce qu'on traverse ce gouffre et on arrive à passer des early adopters à la majority. Donc déjà, la early majority, après la late majority, elle viendra assez logiquement. Voilà, j'espère que ça a bien répondu à la question. Si c'est le cas, partagez cette vidéo autour de vous pour toutes les boîtes qui sont en croissance et qui vont
peut-être bientôt rencontrer ce gouffre et se casser la figure dessus. Donc donnez-leur tout de suite la recette et puis on s'abonne pour pas louper les prochaines vidéos, notamment une qui arrive bientôt sur un autre sujet qui va répondre à une de vos questions que vous posez et qui va être nécessaire pour votre projet et super utile. Donc à très vite, ciao!